ce soir. Alors, nous ouvrons la séance et nous allons passer à l'appel nominal. Présent. Monsieur Ben Saïd. Pouvoir. Monsieur Oliveira. Présent. Madame Bienvenue. Présente. Monsieur Audebert. Présent. Madame Amoré. Présente. Madame Poirier. Présente. Alors, nous allons nommer un secrétaire de séance et je propose Anne Page, qui est volontaire. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2020. Y a-t-il des observations? Oui. Vous mettez au voie la désignation du secrétaire de séance? Non. La désignation, ça n'a jamais été... Y a-t-il des observations sur le procès-verbal du 16 septembre 2020? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur les questions diverses, nous en avons 5. Donc, information sur l'évolution de la charge financière du cabinet du maire, M. Lepont. Information sur la sécurité au sein de la ville et des infrastructures lourdement impactées au mois d'octobre 2020, Mme Diaby. Le groupe de M. Trigance, suite aux événements du 12 août 2020, rue Winston Churchill, quelles démarches ont été faites en direction du commissariat de police pour éclaircir le comportement des forces de l'ordre à l'endroit de nos séances sur place. Deuxième question, suite à la réunion relative au bus 643 sur le quartier de l'Avenir, quelles démarches sont engagées par la ville? Et dernière question, quelles modalités sont mises en place pour permettre le respect des élus écologistes divers, gauche et progressistes en matière de communication des informations liées à la vie municipale? L'ordre du jour, y a-t-il des observations? Autres? Il n'y a pas d'autres questions. Je vais commencer par 2 points. Le premier, j'ai été rendu destinataire d'un courrier émanant de Madame Félicité Amoré, m'informant de sa volonté de quitter le groupe politique Un Élan Renouvelé pour Neuilly-sur-Marne, présidé par Monsieur Yannick Trigance. Et je demande donc à l'Assemblée d'en prendre acte. Oui, Madame Amoré. Vous voulez parler? Oui. Je voulais informer que j'ai fait parvenir un courrier à Monsieur le maire ainsi que Monsieur Yannick Trigance à propos de mon retrait du groupe Un Élan Renouvelé pour Neuilly-sur-Marne. Donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Nocéennes, Nocéens. Depuis les résultats de juin dernier, je suis interpellée par des Nocéens et des Nocéens qui me font part de leur consternation suite aux agissements du groupe d'opposition qui, pour eux, sont contraires à la démocratie.
Au sein de ce groupe, je suis pointée du doigt et certains se plaisent à me rendre responsable de l'échec subi au mois de juin. En ce qui me concerne, toute réussite ou tout échec doit être collectif. Au vu de ces éléments et tant d'autres, je ne me retrouve plus dans le projet auquel j'ai adhéré au départ. La stratégie choisie par le groupe d'opposition ne correspond plus à ma vision d'élu. Ainsi donc, je prends la décision de me retirer de mon groupe d'origine. Cette décision, je la prends en toute liberté, en toute confiance. Nul ne me l'impose, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. J'ai toujours gardé mon libre arbitre, c'est pourquoi je retrouve ma liberté de parole. Je suis disposée à travailler de façon constructive afin d'honorer le mandat que m'ont conféré les Nocéens. Je continuerai à le faire avec loyauté et liberté d'action avec le conseil municipal. Je vous remercie. Merci Madame Amoré. Nous prenons acte de cette information sans autre commentaire. Autre point, vous avez toutes et tous certainement suivi les annonces qui ont été faites par le président de la République. Donc un couvre-feu qui commencera à samedi minuit concernant notre région, l'intégralité de notre région notamment. Donc à partir de 21h jusqu'à 6h du matin, évidemment nous avions avec les différents élus anticipé un peu les choses puisque c'est ce qui était un peu pressenti et c'est ce qui était un peu indiqué dans les médias depuis quelques jours. Et nous avons donc un plan de bataille que nous allons peaufiner dans les prochains jours et que nous allons mettre en place parce que il y a une économie locale, il y a des restaurants, il y a des activités qui se déroulent le soir aussi. Et auprès des commerçants notamment, nous devons absolument nous tenir auprès d'eux. Il est hors de question de les laisser à l'abandon pendant toute cette période-là qui, donc dans une première période, est censée durer 4 semaines. Mais de ce qui découle des annonces du président de la République, cela pourrait aller au moins jusqu'au 1er décembre. Voilà, donc je demande à toutes celles et ceux qui sont volontaires, nous avons aussi mis en place une adresse mail à la fin du bulletin municipal, du magazine municipal d'octobre. Nous avons affiché une petite pancarte pour être solidaires avec les personnes qui sont dans le besoin. Nous avons beaucoup de personnes qui souffrent d'isolement, qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Nous avons des commerçants qui souffrent. Nous avons des associations aussi, et ce sera mon premier point, l'information sur la création du comité exceptionnel de soutien à la vie associative. Sur tous ces sujets-là, je pense qu'il n'y a pas de clivage à avoir. Nous devons tous être mobilisés. Nous sommes les élus de la République et nous sommes présents et nous devons l'être pour chacune et chacun des Nocéens. Voilà, je compte sur toutes et tous pour être présents, et nous avions aussi anticipé un peu les choses dans le projet de règlement intérieur. Ce sera le point numéro 2 du conseil municipal, parce que je me souviens personnellement de la première phase du confinement qui a été très rude pour tout le monde, mais où, étant donné que j'étais président du groupe d'opposition, je n'ai reçu strictement aucune information, je n'ai pas été mis dans la boucle et je n'avais pas été consulté non plus par la précédente municipalité, le précédent maire. Je souhaite que l'opposition aussi ait une place dans ces temps qui sont compliqués. L'expression démocratique doit être reine. Et nous devons tout organiser de manière à ce que chacune et chacun puisse exprimer aussi ses positions. Et je suis persuadé que notre action sera d'autant plus efficace que nous serons tous ensemble réunis, mobilisés pour une même cause, sauver et redresser la barre autant qu'on le peut dans les circonstances qui sont extrêmement difficiles. On peut le comprendre pour chacune et chacun. Voilà, alors nous allons passer sur le premier point, donc l'information sur la création d'un comité exceptionnel de soutien à la vie associative. Ce point fait suite à une chose, à un constat très simple, c'est que la crise a un impact très fort sur la vie associative, qu'elle soit sportive, culturelle, sociale, pédagogique, environnementale. Les difficultés sont d'ordre différent, organisationnel, financière, structurel, et plusieurs associations sont déjà venues vers nous et nous les avons reçues avec différents élus, notamment Madame Eftekari, Monsieur Denis, pour les associations sportives, quelques-unes, et nous avons constaté que les demandes et les besoins sont très différents d'une association à l'autre. Et donc nous allons
proposé, donc c'est une information, mettre en place la création d'un comité exceptionnel de soutien à la vie associative pour plusieurs choses. Pour recevoir les associations, pour les entendre sur leurs besoins qui sont encore une fois très différents, parce qu'on pourrait schématiser en disant il faut simplement donner de l'argent. Sauf qu'en réalité, quand on les reçoit, les associations, c'est pas forcément ce qu'elles demandent, parce que les situations sont très différentes. Il y a des associations notamment qui ont des salariés, donc qui ont pu bénéficier des dispositifs sur l'activité partielle. Il y a des associations qui souffrent de communication, d'autres qui souffrent de problèmes plus structurels. Et donc l'objectif premier, c'est de les écouter et d'avoir un comité avec les différents élus qui soient aptes à les recevoir et à les entendre. Ensuite, on examinera rapidement leurs demandes de soutien, leurs différentes demandes, encore une fois, qui sont d'ordre très divers. Nous avons aussi prévu l'identification et nous avons fait partir un courrier avec les élus qui sont notamment principalement en charge aux associations sur l'identification d'un service qui serait dédié à la vie associative. Parce que pour nous, la vie associative, et on l'a dit en organisant le premier grand carrefour des associations qui regroupait l'ensemble des associations sur différents sujets, la vie associative, c'est vraiment le poumon de notre ville, en tout cas l'un d'entre eux, et nous comptons beaucoup dessus. Et donc évidemment, ce comité aura aussi pour objectif de mettre en relation les différentes associations avec différents organes et différents organismes qui viennent en soutien aux associations. Un exemple très simple, il y a des appels à projets qui sont lancés par différentes instances, l'État, la région, le département et autres. Certaines associations passent à côté parce que malheureusement elles n'ont pas l'information ou elles n'ont pas la possibilité matérielle de remplir les dossiers, parce que c'est un savoir-faire particulier. L'objectif est vraiment d'être à leur côté, de les informer des appels à projets, de les accompagner, d'être épaule à épaule et vraiment les emmener vers ces différents fonds aussi qui sont mis en place dans différentes structures. Voilà, c'était une information dont je voulais simplement vous faire part. Oui. Voilà, merci. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Une demande de clarification, parce que du coup c'est une affaire qui est mise dans l'ordre du jour. Donc s'agit-il d'une information ou s'agit-il d'une délibération? Il s'agit, Monsieur Trigance, d'une information, comme il est indiqué, c'est le premier mot du point, donc information sur la création d'un comité exceptionnel de soutien. Nous avons estimé que ce point est suffisamment important pour faire l'objet d'une information collective au sein du conseil municipal. Donc nous n'aurons pas à voter sur ce Absolument. Sur cette affaire. On est bien d'accord? Absolument. Donc vous nous permettrez quelques éléments d'appréciation de la démarche qui, sur le fond, est opportune. D'ailleurs, j'ai écrit il y a quelque temps de cela, et si ça a pu inspirer des actions à mettre en place, je ne peux que m'en réjouir, parce qu'effectivement, la situation des associations, des clubs sportifs, des sections sportives également, est une situation extrêmement compliquée actuellement. Nous attirons simplement votre attention, parce qu'on sait bien, les créations de comités, on sait, il y a beaucoup, ça se crée très souvent, et nous ne souhaitons pas que ce comité soit une manière de faire perdre du temps aux associations, parce que vous avez raison. Bien évidemment, les motifs d'inquiétude des associations et des sections sportives sont extrêmement différentes, sont extrêmement variées. Pour autant, la célérité s'impose, et vous nous permettrez tout de même de souligner quelque chose, c'est que le point, et d'ailleurs s'il y a d'autres collectivités qui mettent en place des dispositifs d'aide financière, ça n'est pas pour rien, c'est que la question financière, elle reste centrale. Et donc, nous demandons la création d'un fonds exceptionnel, donc qui, lui, doit faire l'objet d'une délibération en conseil municipal, d'un fonds exceptionnel. Et nous souhaiterions que, dès le prochain conseil municipal, il puisse y avoir cette délibération, parce que si la question financière n'est pas la seule, elle est centrale, et vous le savez bien, on rencontre tous les jours donc des responsables d'associations sur notre ville qui ont, parce qu'ils ont perdu des adhérents,
parce qu'ils ont des recettes qu'ils avaient auparavant, qui ont été supprimées pour un certain nombre de raisons. D'ailleurs, nous en profitons pour vous dire que nous regrettons particulièrement la décision que vous avez prise lors du forum des associations, finalement, de supprimer pour certaines associations la possibilité de fournir de l'alimentaire, et donc cela a supprimé des recettes. Nous le regrettons, et donc nous vous demandons la création pour le prochain conseil municipal d'un fonds exceptionnel. Et deuxièmement, sur la question du comité exceptionnel, nous souhaiterions savoir quelle est sa composition, parce que nous demandons à y être représentés. Vous avez tout à l'heure invoqué grand trait les questions démocratiques. J'ai d'ailleurs noté que vous avez dit l'expression démocratique n'est pas reine. Est reine. Non, elle n'est pas reine. Ah non, En démocratie, il n'y a pas de roi et il n'y a pas de reine. En démocratie, c'est la République. Merci, et donc, monsieur, merci, voilà. merci. En tout état de cause, nous vous demandons la création de ce fonds et nous vous demandons la composition du comité avec la possibilité d'y être représenté. Merci, monsieur Trigance. Ce que vous dites est parfaitement déplacé. Vous nous dites que nous avons supprimé une restauration pour les associations sportives. Je vous rappelle simplement que ce carrefour des associations réunissant toutes les associations n'existait pas. Donc nous n'avons rien supprimé, nous avons créé. Voilà, donc simplement c'était très simple, et pour le reste, c'était une information. Donc en principe il n'y a pas lieu c'est pas un lieu c'est pas un point qui est soumis à un vote ni à un débat. Nous vous informons simplement de la création de ce comité, qui sera composé par les élus qui sont en charge de la vie associative et qui sont au nombre de quelques-uns, puisqu'il y a les élus au sport notamment, qui sont en charge des sports et de la vie associative, l'élu qui est en charge notamment de la vie associative de manière plus générale, et de l'élu qui est en charge de la vie culturelle sur la commune. J'en ai terminé sur ce point-là, et nous allons passer au point numéro 2, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Monsieur Trigance, respectez les règles, il s'agissait d'une information. Je vous ai laissé la possibilité. Arrêtez d'intervenir de cette manière-là. Arrêtez, monsieur Trigance, d'intervenir de cette manière. Je vous en prie. Le point numéro 2 qui est soumis au conseil municipal, l'adoption. Non, ce n'est pas un point, encore une fois, qui est soumis à débat, il s'agit d'une information. Nous passons au point numéro 2, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L 21-21-8, dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit le règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les élus sont invités à adopter le nouveau règlement intérieur du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne, qui est joint en annexe. Alors, là-dessus, quelques remarques. Nous avons donc proposé une nouvelle version du règlement intérieur qui a été repensée de manière globale, de manière à faciliter le travail des élus, de l'administration, tout en garantissant évidemment les droits de l'opposition. Et parmi les principales nouveautés, vous aurez noté que nous avons notamment prévu une procédure pour le dépôt des motions et des vœux, ce qui n'était pas le cas. Nous avons également prévu un temps de concertation en temps de crise, tant il nous semble aujourd'hui important, plus que jamais, de concerter, notamment pendant cette période qui sont délicates, et ce qui avait cruellement manqué dans le cadre de la précédente mandature, et quand bien même ce n'était pas prévu dans le règlement intérieur, ça aurait pu être fait, ce qui n'avait pas du tout été le cas. Vous aurez également noté que le projet de règlement intérieur prévoit le respect de la charte de l'élu local et de la charte éthique de l'élu, conformément aux dernières dispositions législatives, et il a également été intégré au projet la transmission de la séance en direct sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook et en différé sur YouTube, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent accéder à ce moment de démocratie. Et je tiens à dire au passage que je suis, au nom de toute la municipalité, très content du fait que les conseils municipaux soient tant suivis
que ce soit par des agents, par des administrés, même par d'autres personnes qui s'intéressent beaucoup au fonctionnement démocratique de notre collectivité, là où auparavant il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui assistaient en public. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de personnes qui regardent le conseil municipal, que ce soit en direct ou en différé. Sur le règlement intérieur également, nous avons la partie sur les commissions municipales qui constitue un peu une redite puisque cela fait écho aux créations et au fonctionnement des commissions municipales qui avaient déjà été précédemment prévues et qui avaient été, sur lesquelles nous avions délibéré en début de mandat. Simplement, deux choses. Vous aurez noté qu'il s'était glissé dans l'article 4 une coquille. Évidemment, il fallait lire que les demandes de consultation des dossiers en mairie sont bien à transmettre à l'adresse conseil.municipal@neuilly-sur-Marne.fr et non pas conseil.quartier. Et nous avons également reçu de l'opposition différentes propositions d'amendements. Nous les avons toutes examinées. Alors, elles ne répondent pas toutes à notre volonté et un fonctionnement doit être apaisé et en même temps avoir quelques garanties aussi de manière à permettre de faire avancer les choses. Nous avons toutefois estimé qu'il était proposé d'ajouter une mention concernant l'usage des téléphones portables et notamment la mise en silencieux de ceux-ci, ce à quoi nous ne nous opposons pas et nous proposons de l'intégrer. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Audebert. Vous savez, votre réaction de ne pas vouloir me faire prendre la parole sur la première proposition. Il s'agissait d'une information, monsieur Audebert. Revoyez les règles. Une information, c'est pas soumis à débat. Je vous entends. Et après, vous arrivez avec un règlement intérieur. Très bien. Pour ma part, je voterai contre, ne serait-ce que par cette attitude, parce que vous voulez construire ensemble, vous dites que vous êtes le maire, et j'entends de tous les Nocéens, je suis un Nocéen. Si je vous demande 2 minutes la parole, moi je me suis levé de bonne heure ce matin, je suis revenu, j'ai tout fait pour être à l'heure. Je me suis dit, je vais discuter de ce sujet avec le cœur parce que ça passionne plein de Nocéens. Et là, vous me renvoyez dans mes 22. C'est votre choix. Non, monsieur Audebert, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Et monsieur Trigans a voulu. Non, attendez. Monsieur Trigans a souhaité s'exprimer alors qu'il s'agissait d'une information. Je lui ai donné la parole. Nous n'avions pas à le faire. Il s'agissait d'une information. Et donc il n'y avait pas lieu à un débat. Il y a des hiérarchies de parole aussi. Non, concertez-vous dans votre groupe. Dans ce cas-là, on donne la parole à personne quand il s'agit d'une information. Une information, c'est pas soumis à débat. Je vous demande, monsieur Audebert, si vous avez des observations sur le point numéro 2 sur les règlements intérieurs. Monsieur Trigans. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Vous avez parlé de règles à respecter. La règle, en l'occurrence, lorsque des amendements sont déposés, mais peut-être ne le savez-vous pas, donc je vais vous le dire, c'est en démocratie de pouvoir présenter ces amendements. Et donc, il est normal que dans l'Assemblée qui est la nôtre, les amendements que nous avons déposés, que vous avez déjà étudiés et pour bon nombre rejetés, mais ça, je veux dire, ça ne pose aucun souci, en tout cas en démocratie. Donc, c'est de prendre les amendements un par un et que l'ensemble des élus soient au courant. Vous pouvez le faire, vous avez un temps de parole, vous pouvez le faire, absolument, il n'y a aucune difficulté. Et puis, je voudrais, à l'entrée justement de la discussion de ce règlement intérieur, d'une manière plus générale, monsieur le maire, faire une mise au point avec vous. Tout ce qui concerne, à partir de maintenant, les remarques, les commentaires sur l'équipe précédente, je vais vous dire très simplement, en fait, vous faites un quart de tour sur votre gauche et vous demandez à l'élu qui est à votre côté, qui a été maire adjointe et première maire adjointe pendant des décennies sur cette ville, c'est à elle que je vous invite de demander des comptes parce qu'il se trouve que sous la mandature précédente, je n'étais pas élu local. Donc, je vous le dis, à partir de maintenant et pour les prochaines fois, vous merci pour cette leçon. Vous le faites par écrit. Non, et vous faites ce que vous voulez. Vous ne me dictez absolument pas. Je reviens maintenant au conseil. Je vous le dis, c'est une mise au point que je vous fais. C'est une mise au point que je vous fais. Mais vous la gardez pour vous. Voilà. Non, je vous la livre parce que elle est publique. Elle est publique. Alors, je voulais informer donc notre assemblée que il y avait un amendement qui concernait donc l'article 3, puisque l'article 3 il est indiqué que le maire fixe l'ordre du jour et nous avions proposé que l'ordre du jour soit fixé par le maire après l'avis
du bureau composé du maire, des maires adjoints, pas de l'opposition évidemment, hein, mais de la majorité municipale. Sur l'article 5, nous proposions la mise en place de ce qui se fait dans beaucoup d'assemblées de collectivités territoriales. Je prends au hasard la région d'Île-de-France, mais je pourrais parler aussi du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où les élus, indépendamment des questions orales, peuvent poser des questions écrites. Et donc, il y avait un article, l'article 5, qui proposait donc de rajouter la phrase « Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé », donc c'est 3 jours hein, dans le règlement intérieur qui nous est proposé, sont traitées lors de la prochaine séance. Ah non, excusez-moi, j'ai sauté, excusez-moi. Sur les questions écrites, chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. C'est une demande que nous faisions pour pouvoir poser par écrit, vous poser une question. Question écrite donc. Il y avait également sur l'article 6, c'est particulièrement intéressant quand on regarde le parcours politique des uns et des autres, puisque vous avez introduit dans l'article 6, vous avez introduit une disposition sur les motions et les vœux qui ne doivent pas émaner d'un quelconque parti politique. Alors ça c'est particulièrement intéressant en démocratie précisément, parce que moi je me revendique. J'assume mon identité, je suis membre d'une organisation politique, en l'occurrence du Parti socialiste, et donc je peux très bien, en tant que socialiste, déposer une motion. Elle aura toujours l'étiquette du Parti socialiste, puisque je suis, et que, en ce qui me concerne, je ne me renie pas. Donc c'est une disposition qui est extrêmement intéressante et qui d'ailleurs fera l'objet d'une démarche, comme nous pouvons le faire en termes de droit. Je crois savoir que vous connaissez peut-être un peu ces questions-là, parce que ça, pour le coup, si on n'est pas dans une entorse à la démocratie, alors c'est le reniement même des organisations politiques qui existent aujourd'hui dans notre pays et ailleurs. Il y avait donc cette phrase que nous proposions de supprimer sur la question des motions et des vœux. Il y avait également un article sur, puisqu'on parle de démocratie, donc c'est toujours intéressant, sur l'article 8, sur le fonctionnement des commissions municipales. Nous proposions de rajouter la phrase suivante: chaque conseiller aura la faculté d'assister en sa qualité d'auditeur aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre, après en avoir bien évidemment informé son président 3 jours au moins avant la réunion. Ça existe aussi dans bon nombre de collectivités, dans un certain nombre de municipalités, pas très loin d'ici d'ailleurs, y compris parfois dans des communes de sensibilité politique identique à la vôtre, même si aujourd'hui on ne sait plus trop où sont les choses, mais en tout état de cause, les conseillers municipaux peuvent assister. Il peut y avoir un sujet sur la santé, sur l'éducation qui intéresse un conseiller municipal qui n'est pas membre de la commission, mais qui peut donc du coup y assister sans avoir le droit évidemment ni d'intervenir, ni d'émettre un avis. C'est une possibilité qui nous semblait intéressante en termes de démocratie et de fonctionnement de notre instance. Il y avait un autre article qui est beaucoup plus technique, mais qui, là, pour le coup, je vous invite, monsieur le maire, à vérifier, hein, parce que, du coup, j'ai rien inventé, mais l'AMF a sorti un projet de règlement intérieur avec des articles qui sont, entre guillemets, obligatoires. Et donc, il y a un article qui figure, alors peut-être vous l'avez fait étudier, et peut-être qu'il y a une raison qui fait que, mais il y a un article qui est la consultation des projets de contrat de service public. C'est un article qui existe dans le CGCT et il n'est pas dans le règlement qui nous est proposé. Et donc l'idée c'était de le rajouter parce qu'il apparaît qu'il fait partie des articles. J'ai d'ailleurs, hein, je tiens là, j'ai le modèle. Hein, enfin voilà. Et donc il y a une liste d'articles qui font partie d'une catégorie qui s'appelle dispositions obligatoires. Et on a dedans consultation des projets de contrat de service public. C'est même l'article 1. Donc si on peut quand même vérifier administrativement, parce que du coup, si ça existe et que
il est obligatoire. Ce serait dommage que le règlement intérieur, en termes de contrôle de légalité, vous voyez, soit pas validé parce qu'il manque un article. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de technique et de réglementaire. Nous souhaitions également sur l'article 15. Sur l'article 15, j'y arrive. Voilà. Alors, sur l'article 15, sur le secrétariat de séance, nous souhaitions rajouter une incise. Donc, après le secrétaire de séance, nous souhaitions insérer qui est un ou une élue. Ça se fait aussi pour préciser les choses, c'est-à-dire que le secrétaire ou la secrétaire de notre séance est bien un ou une élue, et non pas quelqu'un. Alors, l'administration ne le prendra pas mal, j'en suis certain, mais qu'on précise bien qu'il s'agit d'un ou d'une élue qui fait office, si je puis dire, de secrétaire. Ça, c'était pour l'article 15. Et puis, donc, nous avions... Alors, l'article 19, effectivement, et donc, vous l'avez retenu sur la dimension des téléphones portables. Sur le débat d'orientation budgétaire, à l'article 22, on proposait de remplacer 3 jours au moins sur le débat d'orientation budgétaire. Sur le débat d'orientation budgétaire, nous souhaitions un délai de 5 jours au moins, parce que 3 jours, le débat d'orientation budgétaire, vous le savez, c'est un gros document qui nécessite quand même du temps, et mon collègue James Audebert évoquait à l'instant les contraintes lorsque l'on a une vie professionnelle ou familiale, enfin bref, peu importe, mais le délai de 3 jours nous semblait, pour le débat d'orientation budgétaire, un peu court pour pouvoir étudier sérieusement les documents. Donc ça, c'était sur l'article 22. Sur l'article 23, sur la suspension de séance, il y a bon nombre de collectivités, par exemple, au Conseil régional d'Île-de-France, la suspension de séance, elle est de droit, comme dans un nombre de collectivités, dans un certain nombre de mairies. Et la suspension de séance, elle n'est pas décidée par le président de la séance, et le président ne met pas aux voix toute demande. C'est un droit de l'opposition. Alors après, sur le temps, généralement, on se met d'accord en fonction du sujet. Il y a des sujets, ça va très vite. Il s'agit simplement de pouvoir se mettre d'accord parce qu'il y a eu une information qui est arrivée ou quoi. Voilà. Donc c'est un droit dans les collectivités. C'est un droit d'avoir cette interruption de séance. Et ça n'est pas décidé par le président. Et c'était bien, selon nous, de pouvoir avoir suspension de séance, encore une fois. Hein, il ne s'agit pas d'en faire... Enfin, voilà, on y a droit quand on a besoin, évidemment, mais en tout cas, c'est un droit de l'opposition. Et puis, il y avait... alors, vous avez introduit une disposition qui est également assez étrange en termes de pratique, hein, en point de vue réglementaire, mais en termes de pratique démocratique, c'est la question des amendements. C'est que vous nous dites que donc les amendements sont envoyés 3 jours ouvrés au moins avant le jour de la séance, pas de souci. Ensuite, vous indiquez que le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés, renvoyés. Non. Quand l'opposition, dans toute collectivité, dépose des amendements, la majorité ne décide pas si ces amendements sont mis en délibération. Ils sont mis, ils sont proposés, ils sont présentés, et ensuite ils sont votés. Parce que sinon, ça ne sert à rien de proposer des amendements si l'amendement ne peut être ni présenté ni voté. Donc, c'était le sens de notre amendement. Et enfin, sur l'article 30, qui concerne les questions, donc, oui, sur le compte-rendu, la publicité en est assurée. Nous souhaitions que soit précisée la chose suivante. La publicité en est assurée, notamment sur le site de la ville, parce que le site de la ville est aujourd'hui un outil qui est beaucoup consulté, et il nous apparaissait important de souligner l'importance de cet outil. Voilà.
pour ce règlement intérieur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Trigance. Je réponds rapidement à quelques-unes de vos questions, notamment sur l'ordre du jour. Là-dessus, on ne change pas. Sur la question orale, donc les questions orales, concrètement, ce sont des questions que vous posez de manière détaillée et qui sont présentées au conseil municipal et auxquelles il est répondu de manière orale. Il n'y a pas d'obligation d'indiquer le point sur les questions écrites et nous avons fait le choix de ne pas le faire puisque nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale et quand il y a des interrogations, nous pouvons y répondre. Pour ce qui est des motions et des vœux, nous avons introduit ce point-là qui nous semble important. Pour ce qui est des partis politiques, nous avons une règle très simple, c'est qu'il faut qu'il s'agisse d'un point qui est un intérêt local. Et c'est ce que le Code général des collectivités territoriales prévoit également. Et donc nous limitons aux questions qui sont d'ordre local. Maintenant, si vous avez un point qui vous est dicté par la nomenclatura ou par par n'importe quelle instance de votre parti politique, c'est votre droit de le présenter, mais en ayant un angle local et strictement local, puisqu'il s'agit d'un conseil municipal et nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Il y a des micros qui sont ouverts, non ? Il y a un petit écho. Pour ce qui est des points autres, alors sur notamment, je note que vous avez fait une lecture de l'article, enfin du règlement intérieur qui a été présenté par l'AMF, mais visiblement vous n'avez pas lu notre projet de règlement intérieur, puisque le point que vous indiquez comme étant obligatoire, cité par l'article L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, figure bien à l'article 4, accès au dossier, page 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6e paragraphe, sur lequel il est indiqué précisément si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Et juste en dessous, il est indiqué que dans les 48 heures précédant la séance, etc., vous pouvez consulter les dossiers en mairie, aux heures ouvrables et après en avoir informé par mail. Donc sur ces points-là, vous avez votre réponse. Et pour le reste, je ne relève pas. Nous soumettons aux voix le règlement intérieur tel qu'il est prévu et en intégrant votre point sur la mise en silencieux des téléphones portables Une explication de vote? Très bien. Je vous remercie. Une explication. Pardon, merci. Oui, une explication de vote. Au regard là, des éléments que vous nous donnez, et quand on regarde, je ne reviendrai pas sur la nomenclatura, mais enfin, bon, quand on regarde le parcours politique des uns et des autres, je pense que chez les Républicains, par exemple... Monsieur Trigance, s'il s'agissait d'une explication de vote et pas d'un nouveau C'est débat. une explication de vote, vous allez voir qu'elle est liée très directement, puisqu'elle est liée... donc à votre pratique démocratique et que sur la base de ce que nous avions fourni et de ce qui a été rejeté, bien évidemment, nous ne voterons pas en faveur de ce règlement, bien évidemment. C'est entendu, merci. Donc je mets aux voix le nouveau règlement intérieur tel qu'il est présenté. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des votes pour, pardon? Merci, je vous remercie. Donc 8 votes contraires. Le point numéro 3, dont le rapporteur est M. Timofté, la désignation de représentants pour le comité stratégique de la Société du Grand Paris. Monsieur le maire, chers élus, comme monsieur le maire l'a dit, le point numéro 3 concerne la désignation de représentants pour le comité stratégique de la Société du Grand Paris. Alors, un petit rappel, la Société du Grand Paris est l'établissement public qui est chargé de concevoir et construire le réseau de transport Grand Paris Express. Il faut comprendre que sa mission elle est différente de celle de la métropole du Grand Paris. Donc, pour l'essentiel, la Société du Grand Paris est chargée de concevoir et réaliser le réseau de transport public du Grand Paris, qui est connu sous le nom de Grand Paris Express.
Alors, en ce qui nous concerne, la gouvernance s'articule autour de trois instances. Le directoire, le conseil de surveillance et le comité stratégique. Pour le comité stratégique, il s'agit d'émettre des propositions qui sont soumises par le conseil de surveillance, et il est composé des représentants des communes qui sont traversées par le réseau de transport du Grand Paris, par des acteurs locaux, par des acteurs socio-économiques, des parlementaires, chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers. Donc, dans cette configuration, nous devons désigner, ce soir au conseil municipal, un représentant, en la personne de monsieur le maire, comme représentant titulaire, et un second comme représentant suppléant à ce comité stratégique, en ma personne. En qualité notamment d'adjoint en charge des transports et des mobilités. Alors, nous mettons aux voix cette proposition de désignation telle qu'il a été présenté. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions et vote pour. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 4. Représentation du conseil municipal à la commission locale de l'eau, Madame Anne Page. Bonsoir à tous. La commission locale de l'eau, dite CLE, est chargée de mettre en œuvre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, appelé SAGE, Marne Confluence ici. C'est un schéma adopté par arrêté interpréfectoral en janvier 2018. La commission locale de l'eau révise, suit l'application et évalue le SAGE. Les 4 enjeux phares du SAGE Marne Confluence sont l'aménagement durable dans un contexte de développement urbain, la valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents, la conciliation des différents usages de l'eau, la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Le portage administratif du SAGE est assuré par le syndicat mixte Marne Vive. Ce syndicat réalise également des études complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du SAGE. La commission locale de l'eau est constituée de 3 collèges distincts. Le collège des collectivités territoriales pour 50%, le collège des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et des associations pour 25%, et enfin le collège des représentants de l'État à hauteur de 25%. La composition est arrêtée pour une durée de 6 ans. Seuls les représentants du collège des collectivités territoriales doivent être nominativement désignés. C'est pourquoi il est nécessaire, à chaque élection, de revoir partiellement la liste de ces représentants. Aussi, il est proposé au conseil municipal de désigner un représentant de la commune de Neuilly-sur-Marne pour siéger à la commission locale de l'eau de SAGE Marne Confluence. Et nous proposons la candidature de Madame Anne Page en sa qualité d'adjointe, notamment au patrimoine vert et à l'environnement. Y a-t-il des... Donc je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions. Y a-t-il des votes contraires? Donc pour le reste, approbation. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 5, la décision modificative numéro 2, donc au budget de la ville 2020 et subvention au CCAS, donc Centre communal d'action sociale. Monsieur Claude Lepont. Bonsoir. Il est proposé de modifier le budget ville dans ce sens. Ajustement des crédits pour la participation à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, aux équipements publics de Maison Blanche et pour une régularisation de la subvention d'investissement sur l'opération de la Maison de la Petite Enfance. D'autre part, il est transféré la somme de 15 750 € au CCAS pour la gestion des hébergements d'urgence, d'où augmentation de la subvention CCAS d'autant. Il est donc demandé au Conseil de procéder aux inscriptions correspondantes en comptabilité, adopter la présente décision modificative du budget ville, autoriser le versement de la subvention complémentaire au CCAS de 15 750 €. Les élus sont invités à en délibérer. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 6, la dotation de soutien
à l'investissement public local et notamment une demande de subvention pour la rénovation d'un bâtiment communal. Madame la première adjointe, Madame Amozig. Bonsoir messieurs, dames. La ville de Neuilly-sur-Marne engage donc la rénovation d'un bâtiment situé 2 rue de Savoie, anciennement donc crèche du Nant, et prêt à accueillir, destiné à accueillir donc notamment la future crèche d'Olto, une crèche de 60 berceaux. Le diagnostic technique du bâtiment donc, a mis en évidence différentes problématiques qui sont liées à la vétusté de la structure et à sa consommation excessive d'énergie. Ce projet de réaménagement, conçu par les services municipaux, prévoit donc la rénovation thermique de l'intégralité du bâtiment, le raccordement à un réseau de chaleur thermique vertueux et à la végétalisation des toitures terrasses. Ce bâtiment fera donc aussi l'objet d'un réaménagement des locaux pour être en conformité avec les normes et les usages contemporains. Le coût total des travaux est estimé à 2 781 556 € hors taxes. Des demandes de subventions ont été adressées donc au conseil départemental, à la caisse d'allocation familiale, comme le détaille donc le plan de financement que vous avez dans votre dossier. La commune sollicite aujourd'hui donc une participation de l'État via la dotation de soutien à l'investissement public dans le cadre du grand plan d'investissement. Cette subvention de 1 265 244 € est demandée. Elle correspond à 45,5% du montant total des dépenses prévisionnelles. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver cette demande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local et d'autoriser donc Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires s'y rapportant. Il nous appartient d'en délibérer. Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix cette demande de soutien de la part de l'État. Donc, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7 à l'ordre du jour, sur la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et notamment une subvention pour la construction d'un équipement sportif. Monsieur Patrick Denis. Bonsoir à toutes et à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne a souhaité développer un projet immobilier sur un ensemble parcellaire communal, aujourd'hui en friche, à l'angle de l'avenue François-Mauriac et du boulevard Ferdinand-Buisson. Il s'agit de la construction d'un complexe sportif de proximité à destination des différents usagers ayant pour fonction d'accueillir notamment des classes de motricité de l'école Jules Verne voisine, des classes d'arts martiaux, diverses activités de gym, danse et fitness. Initialement, le coût de l'opération a été estimé à 2 411 200 €. En avril 2020, la ville a sollicité la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'obtenir la subvention la plus élevée possible, c'est-à-dire la prise en charge de 20% du montant total des travaux. La crise sanitaire ayant bien entendu eu de forts impacts sur le secteur de la construction, un surcoût général de 10% est estimé par la Fédération française du bâtiment. Le chiffrage total des travaux est donc réévalué à 2 652 320 €. Il est donc nécessaire et demandé au conseil municipal de prendre acte de cette augmentation du coût prévisionnel des travaux, de reformuler une demande de subvention auprès de la direction régionale de la jeunesse pour ce surplus de coûts. Le delta d'augmentation coût Covid, qui est égal de 10%, est égal à 241 120 €. Le delta de subvention supplémentaire demandé, qui est de 20%, est égal à 48 224 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents. Les élus sont invités à se prononcer. Je vous remercie. Donc, vous l'aurez compris, les surcoûts Covid entraînent aussi des coûts supplémentaires sur beaucoup d'équipements, sur la construction de beaucoup d'équipements. Donc, en plus des retards, nous avons des surcoûts liés à l'installation de matériel de chantier, au rétablissement de différents points. Monsieur Audebert. La zone, elle n'est pas en friche, là, elle est en travaux. Oui, elle est en travaux. Je pense que vous avez marqué en friche. Alors où ça? Le parcellaire communal aujourd'hui en friche. Oui, mais c'est que c'est pas construit en fait, c'est simplement. C'est en construction, là, monsieur. Oui, c'est en cours de construction, mais pas sur la partie. Il y a deux constructions sur le secteur. Il y a le secteur donc de construction bâtiment et il y a l'espace et l'équipement public. Absolument. Y a-t-il d'autres observations?
Je mets aux voix, y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Donc une approbation à l'unanimité. Je vous remercie pour cette demande de subvention. Donc point numéro 8 à l'ordre du jour, donc la dotation politique de la ville, attribution de subvention. La ville de Neuilly-sur-Marne fait partie des communes qui sont éligibles à la dotation politique de la ville, donc la DPV 2020, dont la liste a été arrêtée dans la note d'information ministérielle du 11 février 2020. Le montant global de cette enveloppe au niveau départemental s'élève à plus de 22 millions d'euros et afin d'obtenir une aide financière dans le cadre de cette dotation, la ville a présenté 2 projets au service de l'État qui ont été retenus. Il s'agit de la rénovation Guy Boniface, donc du stade Guy Boniface, et la construction d'un nouvel équipement sportif donc dont on vient de parler, côté avenue François Mauriac. L'enveloppe qui a été accordée pour ces 2 projets s'élève à un montant assez conséquent puisqu'il s'agit de 1 446 765,60 € répartis de la manière suivante, donc 185 564 € représentant un peu moins de 10% de la somme demandée pour le stade Boniface et 1 261 201,60 € représentant 60,87% de la somme demandée au titre du nouvel équipement municipal, avenue François Mauriac. Donc une convention attributive de subvention a été élaborée, donc vous l'aviez dans votre dossier, et il est proposé à l'Assemblée d'approuver les termes de cette convention qui est jointe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document contractuel y afférent. Et on adressera évidemment une lettre de remerciement si vous m'y autorisez également. Y a-t-il des observations? Des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 9, sur la garantie d'emprunt à la société CDC Habitat Social dans la ZAC de Maison Blanche. Madame Chantal Lacroix. Bonsoir. CDC Habitat sollicite la garantie de la ville pour l'obtention d'un prêt de 6 876 202 €. Prêt nécessaire à la réalisation d'une opération de construction de 55 logements situés dans la ZAC Maison Blanche, îlot B 10 B1. Les logements sont répartis comme suit: 8 logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration, PLAI, 14 logements financés par un prêt locatif social, PLS, et 33 logements financés par un prêt locatif à usage social, PLUS. Les caractéristiques financières, charges et conditions du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse de dépôt et consignation sont récapitulées dans le tableau dont vous avez pu prendre connaissance. En contrepartie, 20% des logements ainsi financés seront réservés au contingent de la ville, ce qui représente 12 logements. Le conseil municipal doit se prononcer sur l'octroi de sa garantie pour le remboursement des emprunts mentionnés ci-dessous et autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la société CDC Habitat Social ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s'exercera cette garantie. Les invités sont élus. Les élus, sont invités à délibérer. Pardonnez-moi. Merci Madame Lacroix. Donc vous l'aurez compris, en contrepartie, 20% des logements qui sont financés sont réservés au contingent de la ville, soit 12%, et vous remarquerez que les taux d'intérêt sont particulièrement bas, puisqu'ils oscillent entre 0,3 et 1,61 pour les différents types. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 10 sur la convention quadripartite de fourniture de chaleur pour l'écoquartier Île-de-la-Marne à Noisy-le-Grand. Donc la ville de Noisy-le-Grand a décidé en 2017 la création d'un écoquartier, donc de l'autre côté du pont de Noisy, juste en face de la place Stalingrad, Île-de-la-Marne, avec pour projet notamment de l'alimenter en priorité avec des énergies renouvelables.
Une étude a été menée évidemment et a conclu que la solution la plus viable techniquement et économiquement pour cet écoquartier était la création notamment d'un réseau au sein de celui-ci qui serait alimenté en chaleur renouvelable par le réseau de géothermie de Neuilly-sur-Marne. Et donc Noisy-le-Grand a fait réaliser les travaux de réseau, mais a choisi d'externaliser l'exploitation de celui-ci par le biais notamment d'un contrat de concession de service public. Et pour sa part, la ville de Neuilly-sur-Marne a confié la production et la distribution de chaleur de son réseau géothermique à la société géothermale des Rives de Marne, donc SGRM, filiale d'IDEX, via une concession de travaux publics d'une durée de 30 ans. Et donc afin de fixer les conditions techniques et financières de fourniture en chaleur par la ville de Neuilly-sur-Marne à son délégataire SGRM, et à destination de la ville de Noisy-le-Grand et ses ayants droit, notamment aux futurs concessionnaires, il est nécessaire de faire une convention où on réunit ces 4 parties autour de la table, donc d'où la convention quadripartite. Et donc il est demandé à l'Assemblée aujourd'hui d'approuver cette convention qui s'achèvera le 30 juin 2042, correspondant à l'échéance de la concession de travaux publics conclue entre Neuilly-sur-Marne et SGRM. Donc d'approuver la convention quadripartite de fourniture de chaleur entre Neuilly-sur-Marne, son concessionnaire, donc SGRM, Noisy-le-Grand et son futur concessionnaire, donc ça nous fait bien 4 parties, et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des observations? Donc, y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Donc unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer au point numéro 11, donc la convention de mise à disposition d'un apprenti avec le CCAS, donc Centre communal d'action sociale. Monsieur de Chauvigny. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez peut-être, la mairie de Neuilly-sur-Marne s'est engagée à recruter 15 apprentis par an, ce qui, je pense, est une très bonne chose. Parce que je pense, et je ne suis pas seul à le penser, que l'apprentissage est une vraie voie d'excellence pour l'obtention d'un premier emploi. Donc nous avons reçu une candidature spontanée d'une personne qui a un profil très intéressant, notamment pour le CCAS, qui a une spécialisation dans l'animation auprès des personnes âgées. Donc il nous a semblé intéressant et plutôt judicieux de le mettre à disposition du CCAS, et ceci à titre gracieux. Pourquoi gracieux? Parce que malheureusement le CCAS n'a pas le budget pour financer cette personne. Donc pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une convention de mise à disposition d'un alternant entre la mairie et le CCAS, contrat qui démarrera le 2 novembre 2020 et qui se terminera le 21 septembre 2021. Il est donc demandé à l'Assemblée d'autoriser la mise à disposition d'une apprentie auprès du CCAS à titre gracieux. Monsieur le maire ou son représentant de signer tout document relatif à ce dispositif que sont la convention de mise à disposition entre la ville et le CCAS, ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Il appartient à l'Assemblée de délibérer. Je vous remercie, monsieur de Chauvigny. Y a-t-il des observations? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 12 sur le personnel communal et la modification du tableau des effectifs. Donc concernant le tableau des effectifs, conformément à la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, donc ici même. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et en cas de réorganisation des services ou de suppression d'emplois, la décision est soumise au préalable au comité technique qui s'est réuni si je ne me trompe pas, le vendredi 2 octobre, ici même et en notre présence, ainsi que des élus de l'opposition qui y sont présents. Et donc, en synthèse, le tableau présente de nombreuses modifications. Donc, vous avez des créations et des suppressions de postes qui sont concomitantes, puisque dans la fonction publique, quand on passe un grade, une filière, une catégorie, donc on supprime l'ancien poste et on le recrée en parallèle. Donc, en quelques mots, les modifications. Donc, vous pourrez noter la création qui était attendue du poste de chef de service pour la police municipale.
service dont la création a été validée à l'unanimité de ses membres par le comité technique. Donc, pour rappel, le comité technique réunit des membres, des représentants de la municipalité, de la majorité. Il y a des membres de l'opposition. Il y a les organisations syndicales donc, qui étaient présentes. Et cette création de poste chef de service pour la police municipale a été voté à l'unanimité et donc 6 postes, pour rappel, sont budgétés cette année et nous prévoyons évidemment la montée en charge rapide et progressive sur le service police municipale. Nous avons aussi de nombreux postes qui sont supprimés et recréés afin d'accompagner les changements de grade, filière et de catégorie. À la direction des ressources humaines, nous avons également une création de poste et qui intervient en fait du fait de la demande de réintégration d'un agent qui était parti en disponibilité. Donc là aussi c'est statutaire, enfin c'est de droit et donc il n'y a pas de spécificité. Et vous aurez aussi noté la création d'un poste d'ATSEM et j'en profite pour informer l'Assemblée et l'ensemble des Nocéens que nous allons recevoir une délégation du personnel des écoles, Madame la première adjointe, moi-même, afin d'entendre les différents problèmes que le personnel souhaite nous faire remonter concernant leurs conditions de travail et qui se sont détériorées durant les dernières années. Donc il était urgent d'intervenir. Nous les avions reçus, en tout cas certaines représentantes à différentes reprises, et donc nous les recevrons. C'est un point qui était nécessaire d'indiquer également. Y a-t-il donc des observations sur cette modification des tableaux des effectifs? Oui. Une question. Les 104 700 €, c'est jusqu'à la fin de l'année, c'est ça que vous attendez le budget? Non, en fait, c'est l'incidence de la création de postes. Donc concrètement, c'est les postes qui sont créés ont un impact budgétaire de 104 704 €. C'est sur le budget? C'est sur le budget, absolument. Y a-t-il d'autres observations? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Unanimité, je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 13, le régime indemnitaire applicable à la filière police municipale, donc avec des spécificités, puisqu'il s'agit d'un travail particulier aussi, donc avec certaines spécificités. Monsieur David Cressan. Bonsoir. La police municipale créée par la ville de Neuilly-sur-Marne est un service nouveau qui assurera des fonctions spécifiques de sécurité sur le territoire municipal. Conformément au texte et compte tenu de l'absence de corps assurant des fonctions équivalentes dans la fonction publique d'État, il appartient au conseil municipal de définir un régime indemnitaire autonome pour les agents de cette nouvelle police municipale. Ce régime indemnitaire est composé de 3 indemnités distinctes, attribuées selon des critères divers. Ces différents critères vous sont présentés dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Les élus sont invités à délibérer. Je vous remercie, Monsieur Cressan. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, sur ce dossier de la police municipale, d'ailleurs, vous ne trouverez de notre part qu'approbation du dispositif, puisque nous-mêmes, nous l'avons dans notre projet. Ceci étant, une question tout d'abord, puisque vous évoquiez vous-même le comité qui s'est tenu l'autre jour. Vous avez, lors de ce comité, distribué un document, création d'un service prévention, sécurité et tranquillité publique, et vous indiquez dans le préambule, après une phase de concertation avec les citoyens, les services et le commissariat de police de Neuilly-sur-Marne, les besoins et priorités suivants apparaissent. Donc, on aimerait savoir ce que la phase de concertation avec les citoyens, quel dispositif vous avez mis en place, à quel moment, quand ça s'est passé, parce qu'il se trouve que, en tout cas, si cette consultation a vraiment eu lieu, nous n'en avons pas entendu parler, il n'y a eu aucune communication municipale sur ce sujet, donc ça c'est la question, la première question. Et puis la deuxième question, enfin qui n'est pas une question, qui est plutôt une demande, c'est que sur cette question de la sécurité, de la tranquillité publique et notamment de la police municipale, si nous sommes d'accord sur le principe d'une police municipale, nous souhaitons avoir ici, dans l'enceinte du conseil municipal, un débat, comme ça se produit encore une fois. Ce soir,
dans une ville du département, il y avait un conseil municipal sur, par exemple, les questions de sécurité au regard de ce qui se passe dans les villes. En tout cas, nous considérons que la question de la police municipale et plus globalement la question de la tranquillité publique, de la sécurité publique, mérite un échange de points de vue. Et donc, nous souhaitons avoir un débat, une discussion sur, je prends juste une question, est-ce qu'il faut que la police municipale soit armée? C'est un débat. Et donc, nous souhaitons pouvoir échanger entre nous sur cette question-là, sans d'ailleurs préjuger de quoi que ce soit. Mais en tout cas, d'un point de vue démocratique, c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important, pas seulement pour nous, mais pour celles et ceux que collectivement nous représentons ici, à savoir les Nocéennes et Nocéens. Je le dis, c'est d'autant plus important dans le contexte que nous connaissons. Nous vivons des moments compliqués, difficiles, tendus. Il y a des tensions liées à la crise sanitaire, bien évidemment, mais sur les questions de sécurité, du coup, pour regarder ce qui se passe dans un certain nombre de villes en France, dans le département et ici même, il y a des événements qui se sont produits de manière récurrente depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, on voit bien qu'il y a un climat. Et encore une fois, ça n'est pas un climat spécifique à Neuilly-sur-Marne du tout. Il est sur le département, il est partout dans le pays. Et donc, sur cette question, il y a nécessité, à notre sens, d'avoir un échange sur comment cette police municipale doit être mise en place. Et il vous appartiendra, bien évidemment, au bout du compte, le sujet n'est pas là, mais le sujet, il est d'échanger nos points de vue sur un outil qui, selon nous, peut contribuer à ramener, c'est pas le seul, loin s'en faut, mais il fait partie, si je puis dire, de cette production humaine de la tranquillité et de la sécurité. Je vous remercie, Monsieur Trigance. Donc simplement pour faire part des différents sujets, différents représentants associatifs, riverains, représentants de conseils syndicaux, etc., différents corps de citoyens sont venus à notre rencontre. Notamment, nous avons pris différents quartiers, nous avons entendu différentes personnes aussi, et donc nous avons eu cette phase de concertation avec différentes problématiques qui avaient rejailli, mais je pense que nous connaissons en tout cas notre ville, nous y sommes élus pour certains depuis de nombreuses années, nous avons vu les différentes problématiques et c'est sur cette base-là aussi que nous avions mené campagne et aujourd'hui nous sommes aux responsabilités fort du constat que nous avions fait. Pour les points relatifs à la méthode, nous pensons plus que jamais qu'il est nécessaire d'avoir une police municipale qui ne soit pas calquée sur un modèle d'une autre ville, parce que Neuilly-sur-Marne a ses spécificités. Et nous tenons plus que tout à ce que la police municipale qui sera créée réponde aux besoins spécifiques de Neuilly-sur-Marne. Chaque ville est particulière, mais j'aimerais dire que la nôtre, la mienne et celle que nous partageons tous, l'est encore plus. Nous avons des particularités, nous avons une ville qui est aussi un petit village par certains aspects. Nous savons qu'il y a des spécificités, il est plus que jamais indispensable que le chef de la police municipale puisse aussi faire l'état des lieux. Donc nous avons créé son poste et qu'il sera recruté là très rapidement. Donc on envoie l'ensemble des éléments à la préfecture et il sera recruté dans la foulée. Donc nous sommes très attachés au fait d'avoir un chef de la police municipale qui construise aussi en fonction des besoins qui sont ceux de Neuilly-sur-Marne. Nous avons déjà consulté à plusieurs reprises Madame la commissaire de police, nous avons échanger avec ces encadrants aussi, avec différents effectifs, et nous ressentons les différents besoins. Alors pour ce qui est des débats, naturellement, ils auront lieu dans le cadre de la commission sécurité, et la commission sécurité à laquelle participent les élus de l'opposition également. Et donc c'est le fruit de ce travail de concertation avec les élus, avec les commissions, avec les différents intervenants qui fera que notre police municipale répondra aux besoins spécifiques de Neuilly-sur-Marne et sera effective et sera aussi très bien acceptée par la population qui n'a, pour la très grande majorité de cette population, qui n'a qui n'a aucune crainte vis-à-vis de l'arrivée d'une police municipale, mais qui l'attend de pied ferme.
Voilà pour ce point. Et donc, je mets aux voix le point numéro 13, donc le régime indemnitaire applicable à la filière police municipale. Y a-t-il des abstentions? Monsieur le maire, juste oui, une précision par rapport à ce que vous venez de nous dire sur le traitement commission, puisque vous ne souhaitez pas que nous ayons un débat avec l'ensemble des élus. C'est d'ailleurs dommage qu'à ce titre-là, vous ayez refusé l'amendement que nous avons proposé dans le règlement intérieur juste précédemment et qui permettait à des élus d'assister, d'écouter des débats comme celui que vous venez d'indiquer qui aura lieu donc dans une commission et seulement dans une commission. Donc vous voyez, je vous renvoie finalement à vos contradictions. C'est-à-dire que si vous aviez permis... commission de sécurité, c'est pas... Je vous ai pas coupé. Oui, je vous ai pas pas la coupé, commission donc vous me laissez environnement terminer. qui va en parler. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Merci. Donc, je disais que, puisque vous ne souhaitez pas que les élus aient ici un échange de points de vue sur cette question-là, eh bien, nous aurons l'occasion, nous-mêmes, de créer ce débat lorsque nous interviendrons sur les différentes délibérations qui seront proposées dans les conseils municipaux prochains sur la création de cette police municipale. C'est votre droit. Donc, commission, point numéro 13, soumis aux voix. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Unanimité, je vous remercie. Donc nous passons au point numéro 14 sur les modalités d'organisation des astreintes et leur notamment modification. Madame Amozig. Dans la continuité des délibérations que nous venons d'adopter sur la création d'une police municipale, il est maintenant donc nécessaire de compléter cette liste des services et des emplois pour lesquels il convient de mettre en place des astreintes. Vous avez pu prendre connaissance donc des modalités d'organisation des astreintes au travers de l'exposé qui a été joint donc à cette convocation. Je n'en ferai donc pas de lecture exhaustive et tout sera donc retranscrit dans la délibération et le procès-verbal qui vous seront rendus publics. Aujourd'hui, donc, les agents des ateliers de la voirie, propreté, du camping et du service des sports peuvent prétendre donc aux astreintes. Et nous devons donc compléter cette liste avec la police municipale et plus spécifiquement donc les cadres d'emploi de chefs de service et d'agents de police municipale. Il est donc demandé à l'Assemblée donc de mettre en place ces astreintes pour la police municipale dans les conditions qui figurent dans la délibération exposée. Il est demandé donc au Conseil d'en délibérer. Y a-t-il des observations? Ok, je vous remercie. Je mets aux voix. Donc, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 15 et final de cet ordre du jour. Donc, le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des observations particulières? Non. Donc je vous remercie. Y a-t-il des... Donc c'est le rapport, hein, c'est la présentation. Nous allons passer donc au point sur les questions orales qui ont été soumises. Monsieur Claude Lepont, monsieur le maire, pouvez-vous faire une information sur l'évolution de la charge financière du cabinet du maire? Alors j'ai vu, et je n'ai pas été le seul, à voir qu'il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de mensonges qui sont diffusés un peu partout et beaucoup de spéculations sur les charges du fameux cabinet du maire. Alors, monsieur Lepont, je vous remercie pour votre question et pour votre information. Et celle de nos collègues, le cabinet du maire est en cours d'évolution puisque nous avons repris un cabinet qui était composé d'une certaine manière sous l'ancienne mandature et nous avons par contre, il y avait un point qui est constant, c'est qu'il y avait 5 personnes dans le service. Aujourd'hui, il y en a 5. Donc quand on a créé je ne sais combien de postes en plus avec je ne sais quel coût, ce n'est pas totalement vrai, c'est même assez faux. Le directeur de cabinet la direction du cabinet, le cabinet de Monsieur Mayas était composé donc de 4 assistants de direction et un directeur de cabinet. Et j'ai souhaité que le cabinet retrouve une organisation qui est un peu plus classique, comme on peut le voir dans d'autres communes environnantes, avec 3 collaborateurs politiques et seulement 2 assistantes de direction aujourd'hui. Évidemment, les anciennes assistantes restent dans la collectivité pour celles qui y sont. Parce que concrètement, les mails, j'ai pas besoin qu'on me les imprime et qu'on me les mette dans un parapheur. Je les lis et je les traite.
Et sans entrer dans les détails des niveaux de rémunération des différents agents passés et actuels, le service cabinet avait une masse salariale annuelle qui était plus élevée auparavant qu'aujourd'hui, avec une économie de plusieurs milliers d'euros par an pour la collectivité. Et ce différentiel s'explique par la baisse assez importante, et même très importante, du niveau de rémunération du poste de directeur de cabinet. Et par ailleurs, dans le cadre de la préparation budgétaire, je serai très attentif, et je le dis à toute l'Assemblée, à la réévaluation des dépenses de fonctionnement et d'investissement qui sont prévues dans le budget primitif 2020, et nous envisageons une baisse d'environ 10 000 euros sur le budget 2021. Nous devrions être avec un total d'économie d'environ 20 000 euros d'économie sur le service. Donc j'espère que ça aura clarifié les choses, et s'il faut plus de détails, j'ai tous les chiffres à disposition. Dans la limite de ce qu'il est possible de faire pour respecter également la vie privée des uns et des autres. J'ai une deuxième question qui a été posée par Madame Djeneba Diaby. Monsieur le maire, pourriez-vous faire un point sur la sécurité au sein de la ville et des infrastructures qui ont été impactées ce mois-ci? Donc Madame Diaby, vous faites certainement allusion à différents incidents, et notamment en référence à l'incendie qui a eu lieu d'un commerce de bouche dans le quartier des Fauvettes, et qui a aussi impacté le centre de santé attenant dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre dernier. Je le dis devant tout le monde, puisque les professionnels qui y sont présents m'y ont vu également. J'ai pris immédiatement contact avec les professionnels de santé qui étaient impactés, et je me suis rendu directement sur les lieux du sinistre dès le jeudi midi. Et j'ai pu évoquer avec les différents professionnels qui étaient présents les possibilités de poursuite rapide de leurs activités. Et dès le jour même, mon cabinet et l'ensemble des services municipaux, que je remercie pour leur réactivité, ont étudié les différentes possibilités de relogement que nous avions. Malheureusement, il y a très peu de locaux disponibles et qui sont en état d'être occupés sans aucun travaux, et nous en avons fait part à ces personnes, notamment du centre médical, du centre de santé, et nous avons avec eux, donc compte tenu de cette indisponibilité des équipements locaux municipaux, nous avons servi un peu d'intermédiaire, et nous avons contacté nous-mêmes les confrères et les professionnels de santé de la commune pour trouver une solution de mutualisation de locaux en prenant compte de leur volonté de sectorisation et de leur volonté urgente de vouloir retravailler. Et donc nous avons envisagé et notamment réussi à débloquer certaines situations qui étaient problématiques pour différentes raisons personnelles sur lesquelles je ne reviens pas. Et je remercie d'ailleurs la très grande réactivité des différents professionnels de santé. Et je tiens à dire que les membres du cabinet, Madame Diaby, vous-même, les adjoints qui sont en charge et les différents services, nous sommes tous intervenus personnellement, et moi-même, je suis intervenu personnellement pour interroger les différents confrères et les différents collègues pour essayer d'obtenir des solutions. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de locaux municipaux immédiatement disponibles, et j'y reviendrai un peu plus tard, nous avons obtenu, et j'en remercie encore une fois, je remercie les différents professionnels de santé qui ont répondu présent, Madame Jeannot, notamment, pour son cabinet médical qui est situé place des Victoires, donc en face de la médiathèque, Madame Jeannot a proposé 2 locaux pour qu'ils soient aussi loués, mis à disposition des notamment praticiens et des différents professionnels de santé. Je tiens à remercier aussi le docteur Alam qui a son cabinet place du Chanoine-Héroux et qui lui aussi s'est dit prêt à accueillir un professionnel dans un local qu'il mettait à disposition. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une installation dans le cabinet infirmier situé rue Émile Cossonneau. Nous avons également vu avec le docteur Pillet via l'hôpital psychiatrique l'hôpital de Villévrard et notamment son DRH qui a été très réactif et qui nous a aussi mis à disposition des différentes infrastructures, et le docteur Hartmann aussi, avenue de Verdun.
Très concrètement, pourquoi est-ce que nous avons fait ce rôle d'intermédiaire et nous avons joué un rôle très actif dans ce sujet-là? Parce que la santé pour nous est très importante pour les habitants notamment des Fauvettes et l'un des médecins était l'un des seuls médecins de la commune qui reçoit son rendez-vous, un médecin généraliste. Et donc il est pour nous extrêmement important que ces démarches puissent être connues aussi de l'ensemble de la population. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de reloger d'urgence? Parce qu'il y a cette contrainte de temps aussi sur les différents locaux de la commune aux alentours. À titre d'exemple, l'ancienne auto-école, parce que en fait, on nous a soumis toutes les propositions et nous avons vu et étudié toutes les propositions avec les services techniques pour voir ce qu'il était possible de faire, s'il y avait des marchés à notifier, s'il y avait des contraintes administratives, s'il y avait des travaux de réflexion à faire, etc. etc. Donc, l'ancienne auto-école ne dispose pas d'accès PMR, donc personne à mobilité réduite. Et dans l'hypothèse d'un accueil d'activité de soins, ça complique beaucoup les choses puisque les sanitaires aussi seraient situés dans la salle de consultation. Les locaux sont vétustes et nécessitent impérativement qu'il y ait une réfection des revêtements de sol, de l'électricité, des peintures. Donc, ce qui ne se fait pas en quelques temps et compte tenu de l'urgence et de la disponibilité des locaux médicaux précités et avec l'intervention des assurances nécessairement, cette hypothèse ne devenait pas forcément très prioritaire. L'ancienne PMI, rue de Savoie, elle aussi, ces locaux ne disposent pas d'un accès PMR et sont destinés à accueillir la future crèche d'Olto, donc des locaux associatifs et un logement de fonction. Une occupation de ces locaux contrarierait le calendrier de travaux et entraînerait également des pénalités pour la commune. Le bureau situé au sein de la résidence autonomie Pierre-Béret-Beauvois. Là, compte tenu de la fragilité des personnes et de la vulnérabilité des personnes qui y sont, il n'est pas possible d'accueillir les patients d'un cabinet médical extérieur dans le patio qui a accès en plus avec l'ascenseur directement à tous les étages puisque le filtre se fait avant le patio. Et donc nous avons envisagé cette hypothèse, mais elle n'est pas envisageable dans le cadre d'un accueil extérieur de personnel. L'ancien centre social Louise Michel, ces travaux, nous les travaillons pour qu'il y ait des locaux disponibles assez rapidement, mais ça prendra assez rapidement, dans le jargon travaux publics, c'est 2, 3, 4 mois. Donc nous avons une contrainte temporelle qui nous empêche de proposer ce local-là, puisque des travaux d'ampleur sont nécessaires, cloisonnement, revêtement des sols, huisserie, électricité, téléphonie, peinture, etc., sur plusieurs mois. L'Algeco du centre culturel, je vous les passe tous en revue, puisque en fait à chaque fois on nous dit tiens j'ai une bonne idée, et c'est très bien parce que tout le monde met sa pierre à l'édifice et essaye de proposer des nouvelles solutions. Mais c'est pour ça que je me permets de prendre un peu de temps et de les expliquer. L'Algeco du centre culturel Salvador Allende. Si le foncier appartient bien à la ville, l'Algeco, lui, fait l'objet d'une convention de mise à disposition au profit du conseil départemental pour l'accueil temporaire des assistantes sociales de Neuilly-sur-Marne. Donc nous avons écrit au conseil départemental et nous attendons un retour, puisque nous ne pouvons pas rentrer dans les locaux en disant tout le monde dehors, maintenant c'est nous qui reprenons les lieux. Et le LCR, donc avenue du 8 mai 45, les locaux sont la propriété de Seine-Saint-Denis Habitat et qui a conventionné avec la ville sous condition d'une occupation associative pour le moment. Alors nous allons voir comment faire évoluer aussi les choses, mais dans tous les cas, des travaux d'ampleur seraient nécessaires, ou en tout cas des travaux seraient nécessaires, parce qu'il y a aussi des dégâts des eaux et autres sur les locaux. Quant à une dernière option que nous avons aussi envisagée, un Algeco qui serait créé spécifiquement pour les accueillir avec un raccordement assainissement, eau, électricité, etc. Mais ça prendrait des délais beaucoup trop longs, 4 à 6 mois dans le meilleur des cas. Donc malheureusement, ces différentes contraintes d'urbanisme et de délais d'instruction administrative, donc de 1 à 3 mois, ne nous permettent absolument pas d'aller sur ces différents éléments. Donc tous les professionnels, j'insiste là-dessus, tous les professionnels de santé ont été avisés. Nous les avons vus à 3 reprises, puisque le jeudi nous y sommes allés, le samedi j'y suis retourné, je les ai eus au téléphone et nous y sommes retournés samedi. Donc les professionnels de santé, nous sommes en contact très régulier avec eux, le cabinet et les services le sont également. Donc nous avons essayé de faire en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas.
j'appelle vraiment l'ensemble des intervenants à essayer d'y mettre aussi un peu du leur pour que, malgré les circonstances difficiles, qu'on puisse trouver des solutions pour l'ensemble des intervenants du centre de santé des Fauvettes. Et quant à la question un peu plus large, Madame Diaby, de la sécurité, alors vous avez vu notamment qu'il y avait eu un braquage récemment, donc les jours du monsieur ne sont pas en danger. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec son épouse, avec lui-même. Voilà, donc c'est un drame, et c'est un terrible incident et qui heureusement n'a pas donné lieu à de conséquences plus graves, mais c'est absolument inadmissible. Et donc notre plan de sécurité est urgemment nécessaire. Il y a des délais qu'on ne peut pas, enfin voilà, on travaille tous énormément et on passe des heures et des heures ici même à la mairie pour essayer de faire avancer les choses le plus vite possible. Donc avec l'arrivée du chef de la police municipale, cela facilitera certaines choses. L'arrivée des effectifs également. Il y a le matériel qui partira aussi, et nous sommes aidés de professionnels, et notamment je tiens à saluer le travail de nos élus, M. Pillon et M. Cressan. Voilà, nous sommes très mobilisés de manière à avoir un maillage sécurité très performant. J'invite aussi l'ensemble des Nocéens à pouvoir participer à Nocéens Vigilants, puisque dans le cadre des conseils de quartier, alors on y reviendra, je ferai une petite parenthèse compte tenu des annonces du président de la République sur la tenue des conseils de quartier. Voilà, donc nous tenons vraiment à ce que l'ensemble de la sécurité, enfin l'ensemble des habitants puissent bénéficier d'une sécurité pleine et entière, et nous sommes très mobilisés. Voilà pour ces différentes questions de la majorité. Je n'ai pas terminé sur les questions. Les questions orales, Monsieur Trigance, ne donnent pas lieu à débat, y compris dans l'ancien règlement intérieur. Non, mais je tiens à vous le dire. Vous avez des questions, Monsieur Trigance, vous avez des questions, vous y revenez dans vos questions si vous le souhaitez. Monsieur Trigance, donc question, Monsieur le maire, suite aux événements du 12 août dernier rue Winston Churchill, quelles démarches ont été faites en direction du commissariat de police pour éclaircir le comportement des forces de l'ordre, des forces de police à l'endroit des Nocéens sur place? Alors vous faites certainement, Monsieur Trigance, référence à un incident sur la commune qui est survenu au cœur de l'été. Et j'ai pu échanger avec Madame la commissaire à plusieurs reprises sur ce sujet. J'ai également reçu les personnes concernées qui m'en ont fait la demande d'ailleurs, et je les ai reçues. Évidemment, immédiatement après ces incidents, et bien sûr vous comprendrez que s'agissant des éléments d'enquête d'une part et de la situation personnelle d'autre part, je n'en fasse pas état publiquement, mais ce que nous avons dit et ce que nous tenons, ce à quoi nous tenons pleinement, c'est dire notre attachement plein et entier à la sécurité et également à l'exemplarité de toutes celles et ceux qui y participent. Nous savons que les forces de l'ordre sont très mobilisées et nous savons que nous avons plus que jamais besoin d'une sécurité renforcée à Neuilly-sur-Marne et nous travaillons en partenariat avec l'ensemble. Alors, il ne faut pas créer un climat de défiance l'un vers l'autre, parce que c'est le pire moyen d'attiser la haine, de susciter des colères et d'exciter des passions qui n'ont pas à l'être, puisque compte tenu de la situation qui est la nôtre. Sur la question de Madame Poirier, non mais Monsieur Trigance, vous avez posé des questions, j'y réponds. Vous avez posé des questions, vous avez posé des questions, Monsieur Trigance, et j'y réponds. Si vous étiez, Monsieur Trigance, évidemment que. Non mais écoutez, Monsieur Trigance, vous avez posé des questions, et j'y réponds. Vous avez posé des questions et j'y réponds. Ça se passe comme ça dans beaucoup de collectivités, Monsieur Trigance, y compris à l'EPT, à Grand Paris Grand Est. Vous y verrez, si vous y étiez présent, un peu plus présent, vous l'aurez vu vous-même. J'étais juste en face de vous, je ne vous ai pas vu très longtemps, mais peu importe. Je continue. La question de Madame Poirier, suite à la réunion relative au bus 643 sur le quartier de l'Avenir, quelles démarches sont engagées par la ville? Je réponds à cette question, Madame Poirier. Donc vous nous avez demandé, vous nous avez interrogé sur le bus 643 dans le quartier de l'Avenir. Le bus 643, je tiens à le préciser,
il y a un tracé pour ce bus qui avait été décidé par l'ancien maire. Alors, je m'en étais ouvert, ça a été fait en 2019. Ça a été fait en 2019, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, Monsieur Trigance, mais ça a été décidé en 2019. Et la preuve la plus absolue, c'est que en juillet 2020, Transdev nous écrit un courrier dans lequel il nous indique le tracé, enfin le bus qui a été convenu, en gros, sera mis en circulation dès la fin août. Moi, en recevant ce courrier-là, j'ai interrogé immédiatement Transdev et je leur ai fait part de mon vif mécontentement puisque nous nous sommes engagés sur une démarche ouverte vis-à-vis de la population. Et nous avons expliqué que nous voulions d'abord nous concerter, instaurer un moment de concertation avec les habitants pour pouvoir répondre à la demande. Donc nous avons organisé dans l'urgence une concertation avec les habitants qui étaient concernés, donc à la fois les habitants de la rue de l'avenue Saint-Saëns, de l'avenue Pascal, de l'avenue de Maison-Blanche, parce que en fait le trajet qui avait été proposé passait par ces zones pavillonnaires-là. Et donc nous sommes émus donc de ce tracé-là qui a été imposé, enfin qui a été imposé aux habitants sans même qu'ils aient été concertés. Non, absolument pas. Ça a été fait en concertation. Monsieur Trigance, arrêtez. Arrêtez, Monsieur Trigance, arrêtez. Monsieur Trigance, arrêtez de perturber le conseil municipal. C'est très agaçant. Le tracé a été décidé en 2019 et donc il a été décidé par l'ancien maire. En août, donc nous avons écrit à l'ensemble des habitants et nous avons organisé une réunion. Arrêtez d'intervenir, Monsieur Trigance, arrêtez d'intervenir de cette manière. Et donc nous avons c'est très agaçant. Hein. C'est très agaçant, Monsieur Trigance, respectez un peu les choses. Respectez un peu les choses. Respectez, Monsieur Trigance, arrêtez, s'il vous plaît. N'arrêtez pas. Écoutez, continuez, nous on continue aussi. Eh bien, la réunion de concertation a été menée avec l'ensemble des habitants qui étaient présents et il y avait des anciens élus qui étaient présents également. Certains habitaient le quartier, d'autres non. Et nous avons donc échangé avec l'ensemble des habitants et plusieurs points ont été relevés. Donc nous avons demandé, puisque c'était la demande des habitants, à ce que le tracé soit revu de manière à permettre à éviter de passer par l'intérieur de la zone pavillonnaire, donc les différentes avenues Saint-Saëns et l'avenue Pascal, et de continuer sur l'avenue de Maison-Blanche et l'avenue Jean-Stéphane, de manière à perturber de manière réduite les riverains. Et nous avons également demandé à ce que le cadencement des bus soit un peu réduit en ce moment, puisqu'ils sont complètement sous-fréquentés. Quand on les voit passer, notamment près de l'école, on voit bien que les bus sont quasiment vides. Enfin, il y a une ou deux personnes dedans, et c'est assez perturbant. Alors il faut un temps d'installation et d'habitude aussi à prendre par les habitants, mais voilà la démarche. Et donc nous avons également demandé à ce que le terminus de la ZAC de Maison-Blanche ne soit peut-être pas utilisé dès 5h30 du matin, mais plutôt à partir de 7h, de manière à ce que dès 5h30, les riverains ne voient pas passer un bus qui fait quand même qui peut faire beaucoup de bruit de manière très tôt le matin. Voilà. Donc nous avons obtenu un accord de principe de Transdev sur l'ensemble de ces points, ce qui est une très bonne avancée. Donc, cependant, la décision qui devra être prise devra être soumise à l'autorité organisatrice des transports et donc IDF Mobilité, Île-de-France Mobilité. Nous avons déjà une réunion programmée à ce sujet. Et donc nous sommes ouverts, nous sommes allés avec Marius Timofté à plusieurs reprises voir Île-de-France Mobilité sur les différents sujets. Nous les avons également reçus ici sur les différents sujets transport, alors que ce soit sur le TCSP, sur le 643 ou sur la fréquence notamment du 113. Voilà, les sujets transport sont importants, très importants à nos yeux. Et la dernière question qui avait été posée par monsieur Daniel Sartou: quelles modalités sont mises en place pour permettre le respect des élus écologistes divers gauche et progressistes en matière de communication des informations liées à la vie municipale? Et donc même si M. Sartou n'est pas présent ce jour,
Je tiens à préciser que la loi prévoit ainsi que les différentes jurisprudences prévoit que les élus d'opposition disposent d'un droit d'expression dans les publications de type bulletin d'information municipale. L'ancien règlement intérieur du conseil municipal et le nouveau règlement intérieur du conseil municipal prévoient cet espace d'expression. Les seules limites applicables et donc appliquées sont le respect des délais de transmission de vos tribunes et l'interdiction de diffuser les informations pouvant être requalifiées en diffamation. Monsieur Trigance, compte tenu de vos différentes interventions, je vais vous dire une chose. Le règlement intérieur ne le prévoit pas. Mais aujourd'hui, et le nouveau qui a été adopté entrera en vigueur au prochain conseil municipal. Votre attitude est vraiment déplorable. Votre volonté d'intervenir tout le temps, de crier dans tous les sens et vos différentes interventions nuisent réellement à la qualité des échanges. Donc je vous donne la parole pour pouvoir intervenir, mais je tiens à souligner une chose, Monsieur Trigance. Les différents points, les différentes questions orales ne sont pas soumises à débat. Si vous voulez qu'il y ait un débat ou une motion, quelque chose, vous le présentez dans les formes. Mais les différentes questions orales que vous posez de manière précise, écrite, vous les envoyez dans les délais qui sont indiqués dans le règlement intérieur du conseil municipal, sont posées de manière écrite, précise, j'y réponds, et il n'y a pas lieu à débat. C'est la règle. Dans beaucoup de collectivités, c'est ainsi que ça se déroule, et donc je vous laisse la parole. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez la question des autres collectivités, parce que vous voyez, si vous vous renseignez un petit peu sur la vraie vie, eh bien vous verrez que dans les collectivités, la présentation des questions écrites, qu'on vous envoie par écrit, et je ne vous ai pas interrompu, donc par écrit, et qu'on pose oralement, et qu'on pose oralement, eh bien nous les posons. Ça n'est pas vous qui les lisez. Ce sont les élus qui vous les ont envoyés, qui posent les questions donc au maire et à son équipe municipale. Deuxième chose, Monsieur Bakhtiari, la chose, elle est d'importance. Vous vous octroyez, contre d'ailleurs toutes les règles élémentaires de démocratie, le droit d'attribuer les questions que j'ai envoyées au nom de mon groupe à tel ou tel élu. Mais non, ce sont des questions qui ont été envoyées par moi-même. J'ai ici le mail au nom de mon groupe et au nom de mon groupe. Donc s'il vous plaît, gérez votre propre majorité et laissez-nous le droit de mettre un nom en face de chaque question. C'est juste quelques principes, c'est juste quelques principes élémentaires de démocratie et de respect, puisque la démocratie, c'est un mot que visiblement vous aimez bien. Sur la question de la tranquillité publique, vous découvrez, d'ailleurs, c'est intéressant, quand on se remémore les discours qu'on a pu entendre il y a quelques semaines, quelques mois, pendant la campagne électorale, c'est très intéressant, puisque finalement vous découvrez ce qu'est la gestion, c'est-à-dire toute la différence entre le yaka et le faucon. Alors on entend aujourd'hui, c'est intéressant, la liste des difficultés qui sont les vôtres pour répondre à un certain nombre de problèmes. C'est la réalité de la gestion d'une collectivité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous éprouvez le besoin de vous justifier par rapport à des choses qui sont dites ou qui sont écrites. Intéressant aussi la justification par rapport aux professionnels de santé, parce qu'on les a vus comme vous, et il y en a qui ne vous ont pas vus. Il y en a qui ne vous ont pas vu. Et que, voilà, vous avez votre... Vous avez... Non, il y a une vérité. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y en a, mais oui, mais bien sûr, c'est un grand classique, ça. L'opposition ment et la majorité dit la vérité. Vous mentez, je les ai reçus. C'est un grand classique. Laissez-moi... Je vais terminer. Je vais terminer. Et donc, vous découvrez la réalité de ce que sont ces problèmes en termes de difficultés. Et donc, ça ramène les choses à leur juste valeur. Troisièmement, sur la question du respect des règles dans l'opposition. J'ai ici sous les yeux un courrier que je vous ai envoyé le 15 juillet. J'attends toujours la réponse sur les droits de l'opposition. Et à l'instant même, je consultais il y a quelques secondes une demande récurrente que nous vous faisons sur le site de la ville d'indiquer le lieu, le quartier où les uns et les autres vivent. Ça n'y est toujours pas.
ce soir. Et tout à l'heure, vous évoquiez une adresse mail, c'est très intéressant, parce qu'on vous envoie des courriels, on n'a jamais les réponses. Donc, s'il vous plaît, lorsque nous vous faisons des demandes, quelle que soit la réponse, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, ça, je veux dire, on l'entend et c'est la vie. Mais, s'il vous plaît, vous faites une réponse lorsque vous êtes sollicité. Dernier élément là-dessus, je souhaiterais vous poser une question. Il y a un courrier qui est arrivé par la préfecture pour la nomination des membres de contrôle des listes électorales. Et vous deviez envoyer avant le 10 septembre. Vous deviez envoyer au préfet avant le 10 septembre la composition de la commission de révision des listes électorales. Je n'ai pas été saisi. À aucun moment, vous ne m'avez saisi de cette demande, alors que nous avons un membre de droit, même 2 titulaires et 2 suppléants. Je n'ai eu aucune demande de votre part. Ça a été envoyé. Et il s'agit... Non mais attendez, ça a été envoyé. Vous avez envoyé quel nom? Monsieur Trigance, non mais vous avez envoyé quel nom? Vous faites des leçons sur la gestion des collectivités. Je vous rappeler les règles. Attendez, vous dites qu'il faut que nous envoyions des noms. Nous avons envoyé des noms au préfet. Mais quel nom? On peut le savoir? Oui, vous les aurez. On vous les transmet. Ah d'accord. Et vous les aurez. Et donc, du coup, les noms de l'opposition, on peut savoir? Bah, vous les aurez. Ça nous intéresse. Bah oui, ça vous intéresse. Vous avez parfaitement ça nous intéresse. Et vous les aurez. Normalement, c'est nous qui décidons. Par contre, monsieur Trigance, vous venez de nous donner. Il faut un peu respecter les choses. J'en termine. Vous venez. Plutôt que d'essayer de donner... Oui, vous faisiez une intervention. Il n'y a pas de question... C'est sur la troisième. C'est sur la troisième. C'est lié principalement, c'est la troisième question sur l'information municipale en direction des élus. Si vous prenez juste 2 secondes pour écouter la question et la lire, puisqu'on vous l'a envoyée, vous verrez que mon interpellation pour laquelle je vous vois dans l'embarras, mais c'est normal puisque nous n'avons pas été saisis de cette question, qui est juste une saisine du préfet de Seine-Saint-Denis à votre endroit et face à laquelle vous avez failli. Absolument parce que nous n'avons pas été consultés. Eh bien, vous avez donc décidé de votre propre chef nous a demandé qui de notre groupe représenterait l'opposition. Vous avez décidé à notre place. Tout le monde. Les Nocéennes et les Nocéens apprécieront. Très bien, merci monsieur Trigance. Je terminerai ce conseil municipal avec un point notamment sur les conseils de quartier. Compte tenu des annonces qui ont été faites par le président de la République, nous avions annoncé des dates de réunion du conseil de quartier, mais qui ne pourront malheureusement peut-être pas se tenir, puisque l'idée était de réunir les conseils de quartier avec des durées assez libres pour que chacun puisse s'exprimer. Donc nous allons réétudier la chose et potentiellement les reporter à décembre, compte tenu du couvre-feu qui est en vigueur à partir de samedi. Autre point sur le conseil municipal. Compte tenu du couvre-feu, nous allons également devoir certainement, mais nous en parlerons, et comme nous l'avons prévu et voté dans le cadre du règlement intérieur que l'opposition n'a pas voté, même si nous lui accordions des droits, évidemment, sur la gestion des conseils municipaux pendant les périodes de crise. Nous avons aussi prévu donc de décaler, d'avancer quelque peu les conseils municipaux, mais nous en parlerons également avec l'opposition, nous en ferons part au préalable de manière à ce que chacun puisse s'organiser. Un moment un peu plus solennel pour terminer ce conseil municipal, nous appelons encore une fois toutes celles et ceux qui sont mobilisés et qui souhaitent vraiment participer à cet effort collectif, à participer et vraiment prendre part à la solidarité nocéenne qui s'organise. Encore une fois, dans le dernier magazine municipal, nous avions mis en place à la fois une adresse mail, donc solidarité.covid@neuilly-sur-marne.fr, mais aussi un numéro de téléphone qui était indiqué pour les personnes qui souhaitent participer à la solidarité au sein de la commune. Cette solidarité, elle peut passer par différentes choses. Par des campagnes d'appel téléphonique pour demander aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées si elles vont bien, simplement prendre des nouvelles. Aussi, éventuellement, si cela est nécessaire, alors nous avons fait un réassort de masques
nous en avons en stock, voire aussi pour une confection de masques. Voilà. Aussi, des personnes, si elles sont disponibles, peuvent aller porter des courses au domicile des différentes personnes vulnérables. J'aimerais vraiment que l'ensemble des élus, mais aussi des Nocéens qui ne sont pas élus, puissent prendre part à cet effort collectif et qu'on réussisse ensemble à passer cet effort, à réaliser cet effort et à passer cette période de crise. Et notamment Guillaume de Chauvigny prendra aussi de manière plus concrète attache avec les commerçants et notamment les restaurateurs de manière à permettre à ces commerçants de vivre sur notre commune. C'est extrêmement important que l'on puisse vraiment arriver à surmonter cette crise de manière collective et engagée. Je vous remercie toutes et tous pour ce conseil municipal et prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Bonne soirée, au revoir.